Alors, nous sommes d'Avav. On avait vu un débat très intéressant entre Ribi et Chachamim. C'est quoi l'année juive? C'est quoi l'année? Quand la Torah elle te dit un an, c'est quoi un an? Un an, c'est 12 mois. Ou un an, c'est 365 jours. Le mot année, c'est que le soleil, il a commencé. Le soleil, ça lui prend 365 jours pour se remettre dans le même endroit. Et c'est ça ce qu'on a voulu dire avec l'année, où c'est lié au mois. Et puisque le mois, il fait entre 29 et 30 jours, ça dépend. En fait, c'est 29 jours, 12 heures, et Tafshin Tzadi Gimel Chalakim, mais c'est pour ça qu'on a partagé le mois entre 29 et 30. On fait un mois 29, un mois 30. Oui. Et ça nous fait 354 jours dans l'année, plus le mois qu'on va rajouter pendant Shana Me'uberet qui va nous faire 384 jours. Oui. Et là, on a gagné, ça veut dire quelque part, la personne, il a gagné encore 30 jours dans son année. Ce qu'on a dit que par rapport à des contrats, par exemple, si quelqu'un il loue un appartement pour un an, et il paye par année, ou un champ, et dans le contrat, il y a une date hébraïque en haut. Il porte une date hébraïque. La personne, il peut dire, moi, l'année chez moi, c'est Shana Me'uberet, c'est l'année. Quelqu'un qui paye à ses salariés tous les Rosh Chodesh, Shana Me'uberet, il est censé payer un 13e mois. Ouais. Et voilà, et ainsi de suite. Ou non. Alors, on a montré qu'il y avait un débat à propos de ce qu'on a lu la paracha dernière, parachat Behar. Il y a des lois pour quelqu'un qui vend un champ. Alors, le champ, il revient en jubilé chez le vendeur. Et c'est pour ça qu'un champ, il ne se vend jamais pour toujours. Les films Mero Tashanim, Tamrit Miknato, ou les films Rovashanim, Tarbe Miknato. Il y a peu d'années de maintenant au jubilé, donc je vends le champ comme si je l'ai loué pour tant et tant d'années. Et quand il y a beaucoup d'années, j'ai 40 ans jusqu'au jubilé, je ne le vends plus. Ça, c'est pour un champ. Mais une maison qui se trouve dans une ville avec muraille, Bate Hatzerim, Bate Arechoma, là, c'est une autre chose. Même que l'intérêt de la Torah, c'est que les propriétaires, les vrais propriétaires et les tribus posséderont toujours en famille les mêmes champs, que ça ne s'en va pas des familles, que ça ne se perde pas. Parce que imaginez-vous un homme très riche, très puissant, il peut acheter tout Israël. Et après, il met tout le monde dehors, où il leur impose des conditions compliquées pour payer. La Torah ne voulait pas. Et c'est sur cette idée, dans la fondation de l'État d'Israël, ils ont fait Minhal Mekarkei Israël. À l'époque de Ben Gurion, à la fondation de l'État d'Israël, Ben Gurion a dit tous les terrains qui se vendent en Israël, 49 ans. 49 ans. Après 49 ans, tu demandes à l'État de te prolonger. Tu auras encore 49 ans. Quel est l'intérêt? L'intérêt déjà pour ne pas qu'il y ait des ennemis, des Arabes, des grosses fortunes qui peuvent venir et acheter demain tout Israël. Donc il n'y a que 7%. En Chaklaout ou en tout. Attends, imagine quelqu'un il achète une maison. Alors ça dépend. Il y a fait 7% de l'État d'Israël en 1948 était inscrit dans le cadastre anglais. Donc sur ça, l'État n'a pas pu faire rien du tout. Elle a dû continuer la situation des Anglais, ce qui s'appelle Tabo en Israël. Donc si ta maison elle est dans le Tabo, elle était inscrite déjà avant la fondation de l'État d'Israël dans ce cadastre, l'État d'Israël ne peut pas t'imposer 49 ans, ne peut pas t'enlever ce qui est à toi. Donc Ranana, par exemple, toute la rue Achouza, jusqu'au feu numéro 10, 11, c'était déjà il y a 80 ans, 15 ans avant la fondation de l'État d'Israël, plus 100 ans. 15 ans avant, donc ça s'appelle Tabo. Tu peux vendre, il n'y a pas de 49 ans, mais tout ce qui est plus loin, les nouveaux quartiers, et les nouvelles villes, Be'er-Sheva, tout ça, ça c'est l'État d'Israël qui a donné. Donc il y a 93% du pays d'Israël qui appartient à Minhal Mekarkei Israël. Tu achètes un appartement, après 49 ans, tu dois payer une somme symbolique que l'État elle t'oblige à payer, 5, 10 000 shekels pour que tu comprennes que ce n'est pas toi.
le propriétaire. Ce qui veut dire que, par exemple, quand l'État d'Israël a besoin d'agrandir une ville, d'élargir une route, et tout ça, elle vient chez la personne et lui dit, écoute, sors d'ici. Il dit, non, je n'ai pas envie, indemnisez-moi. Combien tu veux qu'on t'indemnise? Je veux des millions. Il y a une baille. On va attendre, on ne va pas te renouveler le contrat. Oui, mais celui qui est sur un tableau, il peut embêter l'État. Comme par exemple à Ranana, la première maison de Ranana, où il y a les shlatim de Electra, le Merlaf Ranana Tafon, il devait être là-bas, à la base, dans cet endroit. Mais cette personne, il a demandé une somme terrible pour dégager de là-bas. Où est pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait bouger le Merlaf pour rentrer à Herzliya 200, 300 mètres plus loin. Et celui-là, il est resté bloqué maintenant. La mairie, elle a bloqué, lui n'a pas donné aucun échange de construire, rien du tout. Il est bloqué là-bas. Il peut faire qu'un peu de pub, mettre un bureau et puis personne, il a perdu. Mais dans l'idée, il peut bloquer. Donc l'État, il a continué ça. Netanyahu, apparemment, il voulait faire entrer de l'argent à l'État. Il a dit, moi, je vous transforme tous vos maisons de Minal à Tabo, payé sur chaque 500 mètres carrés, donner 400 000 shekels à l'État pour remplir les caisses. Et je vous les rends Tabo. Ça n'appartient plus à l'État. À l'époque, Sheli Yechimovitch, qui était de la gauche, elle est venue chez le Rav Amar, elle a dit il faut se battre contre cette loi. D'abord, on transgresse la Torah, l'idée de la Torah, que 42. Mais elle a dit, il y a des Saoudiens, ils vont venir, ils vont acheter demain tout Tel Aviv. Ils ont de l'argent, c'est pas ça ce qui leur manque. Quelques milliards avec des bons avocats sous nom de société, ils peuvent tout acheter. Ils peuvent tout acheter. Ça a été bloqué, c'est pas encore. Ils vendent un peu. Le Minal, il donne un peu dans certains endroits, pas dans tous les endroits. Ils ont peur de ce problème. Alors, maintenant, tout ça, c'est que par rapport au carcaot. Par rapport aux maisons, la Torah, elle te dit on ne veut pas que tu vendes. L'idée de la Torah, c'est que une ville qui appartient à une tribu, la tribu de Hacher, on veut que ça reste là-bas toujours des Hacher. Qu'il reste, les gens ils se fixent, ça donne les coutumes de l'endroit, ça laisse les liens de famille, ça laisse tout dans un endroit. Donc ça, c'est l'idée de la Torah. Et la Torah, quand quelqu'un il est endetté, il va chez sa famille, il dit prêtez-moi de l'argent. Personne. Tout le monde est je peux pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend. Il a vendu. La famille a le droit de préemption. Après la vente, la famille, les proches, de racheter. Combien de temps on leur donne? 1 an. Même lui, il peut racheter pendant les 12 mois. Le client, quand il a acheté une maison dans une ville avec une muraille, il sait qu'il a 12 mois avant de commencer à faire ses vrais chipoutsim et de vraiment s'installer. Il reste en stand-by 12 mois. 12 mois, ils sont venus racheter. Il leur revend au même prix qu'il a acheté. Après 12 mois, Vekamlo Litzmitu, c'est à lui pour éternellement. Maintenant, la Torah, elle a dit, elle a employé le thème de Shana Temima. C'est quoi Shana Temima? Débat. Rabbi Yehuda Anassi et Chachamim. Rabbi Yehuda Anassi nous dit Shana Temima, c'est 1 an dans le thème 1 an. C'est quoi 1 an? Ça va de là à là, c'est-à-dire le point du soleil de tel endroit. On va suivre l'année Goy pour s'assurer que c'est Shana. Et donc, on a 365 jours. Jour pour jour. Jour pour jour. Selon Chachamim, non. Shana, c'est un groupe de mois. Et s'il y a une Shana Meuberet, le vendeur a gagné. Il a 13 mois pour récupérer le champ. Et pas 12, 13. On va voir dans les mots le débat. Tout ça, pourquoi on est venu à tout ça? Pour nous expliquer comment c'est possible qu'il y a 1 an, selon Ribi, sans avoir 3 fêtes. Avar Shana, velo avru shalosh regalim. Ou bien avru shalosh regalim, velo avra Shana. Pessah, non? Hein? Ah non, avra Shana, bli shalosh regalim. Alors on a dit, Pesach, Shavuot, Sukkot, c'est 6 mois. 6 mois et demi.
Alors on a dit, non, peut-être c'est la halakha comme Rabbi Shimon qui demande qu'il y ait 3 fêtes suivies pour faire Balteach. Et moi, j'ai commencé après Pessah. Donc j'ai Shavuot, Sukkot, Pessah, Shavuot, Sukkot, donc ça fait plus qu'1 an. Donc on a dit, non, on n'est pas tous d'accord avec cette règle. Alors, la Gemara, maintenant, elle veut expliquer cette notion de Shana. Alors, la Gemara, elle dit Bishlama, les Rébi, au milieu de la page, équivalent au Tosfot Bishlama. Vava Moudbet, équivalent au Tosfot au niveau du Tosfot Bishlama, les Rébi. Bishlama, les Rébi, Mashkachatla, Beshana Meuberet. Je peux trouver une Shana Meuberet de Tanya. Shana Temima. Rébi Omer, c'est quoi Shana Temima? 365 yom keminyan imotcha. 365 jours comme les jours du soleil. J'ai dit ces jours-là, ce n'est pas les chrétiens, le compte grégorien, c'est bien avant ça. C'est les Égyptiens déjà qui ont compris cette notion du soleil, de l'année solaire, qui faisait 365 jours. C'est très, très ancien. Dans la Torah, où est la référence à la Torah? Il y a Féméod, alors la référence dans la Torah, d'où on sait que nous, les Juifs, on fait la lune et pas le soleil, puisque normalement, tu devrais t'appuyer comme tout le monde. C'est plus simple, l'année solaire. L'année solaire, tu sais toujours quand Pessah va tomber. Si tu m'aurais dit Pessah en mois de mai, je sais toujours, puisque les saisons des fruits, par exemple, c'est exact. Tu dis tel fruit, il sort entre tel jour et tel jour. C'est très clair. Le soleil, il a un cycle, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il est beaucoup plus facile. Tandis que la Lune, ça lui prend 28 ans pour revenir. C'est compliqué. Donc le soleil, il est beaucoup plus simple. Mais la Lune, elle représente quelque chose de particulier pour Am Israël. Et c'est pour ça que pour Am Israël, on est monime la Levana et on s'ajuste avec la Hama. On utilise les deux. Les chrétiens utilisent le soleil. Les musulmans utilisent la Lune pour le Ramadan. C'est pour ça que le Ramadan, chaque année, il avance de 2 semaines, 11 jours. Et nous, les Juifs, on utilise les deux. On ajuste tous les 2 ans et demi, 3 ans. On fait Shana Meuberet, on ajoute pour être. Bonne journée. Pour mettre les choses en ordre, on se met. D'où ça vient d'où? Ça vient du mot Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Le mot Chodesh en hébreu, ça veut dire mitradesh, quelque chose qui se renouvelle. Qu'est-ce qui se renouvelle? La lune, elle disparaît, elle revient. Le soleil, il est toujours existant. De là, on a appris que le calendrier juif se base sur le système lunaire. Mais on a aussi dans la Torah, Shana, c'est mentionné Shana. Alors, Rébi, il te dit, Shana, ça veut dire 365 jours. La preuve que dans la Kétoret, on utilisait une quantité de parfum, Shloshmot veshishim v'hamisha manim hayuba. Keminyan, yemot hama. Donc, le service divin du Beth Amikdash, de la Kétoret, des encens, il a besoin d'être calculé. Je crois qu'ils ont pris ça des goïms. Non, ce n'est pas des goïms, c'est une réalité. Les premiers Égyptiens ont observé. Les premiers Égyptiens, c'était des agriculteurs. Je parle d'il y a 5000 ans déjà. L'époque d'Abraham Avinu, mais peut-être un peu avant. Quand le monde est devenu agriculteur, un agriculteur, il voulait savoir quand il va semer pour l'année prochaine, quand il va planter ses tomates, quand il va planter ses concombres. Quand? Puisqu'il a planté, il a échoué. Donc, les humains ont commencé à observer. Et ils se sont mis des signes pour comprendre les saisons. Il y a un, il a réussi, l'autre, il a échoué. Donc, ils ont commencé à prendre des notes tous les jours, et jusqu'à un moment où ils ont compris que ça revenait. Et ils ont compris que le système solaire était 365 jours. Et ça, c'est très ancien. Bien avant que Akadosh Baruch Hu a dit Chodesh Hazeh Lachem, puisqu'on voit que Akadosh Baruch Hu nous dit Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, il veut changer du système qui était. Ne fais pas le compte des Égyptiens. Sur le compte égyptien, là est venu et c'est pour ça que je dis toujours que le signe des zodiaques, ce n'est pas en mois hébraïque, il faut le savoir. C'est toujours en mois Goy, en mois avec le compte Goy. Le signe des zodiaques, c'est toujours lié. Tu ne peux pas faire le signe des zodiaques en mois hébraïque, ça change.
Qu'est-ce que tu fais chez Nama ou Beret? Toujours, le signe des zodiaques, c'est uniquement quand quelqu'un il te dit quel est ton signe, il faut prendre ta date. Et l'ascendant, parce qu'il y a le signe et l'ascendant. C'est quoi l'ascendant? Et l'heure. En fonction de l'heure. Ah, fonction de l'heure. Alors, Rachid, déjà, il te donne le chose. Shatam Hankal. Il te donne les 7. Shabta et Tzedek Ma'adim, Hama, Noga, Kochav Levana. Et il te dit quand celui-là, il est Meshamesh et quand il rentre dans les jours de la semaine. Mais on utilise beaucoup. On a besoin. C'est pas les parce qu'en français, il y a 12 signes. Au niveau ascendant, il y a 12, alors que là, c'est la 7. Non, ça, c'est les 7 Shamashim. Les astres. Oui. Influence. Ouais. Mais dans le côté goy, il y a 12 astres. Si on veut calculer, par exemple, quand on a envie, si vous, par exemple, vous allez quelque part et vous voulez savoir quelle heure est le net dans l'endroit. Toujours, alors rappelez-vous, toujours. Net, Amoud HaShahar, Tzeta Kochavim, Chatzot. C'est toujours par rapport au soleil. C'est le système solaire. Et c'est pour ça que toujours, dès que tu as une tabla, comment on dit, un tableau. Dès que tu as un tableau avec les dates goy de l'année, janvier, février, tu sais toute l'année. Tu sais quel jour, ce jour-ci, quel est le lever du soleil, quel est le coucher. C'est le plus facile de regarder en mois goy. Ça ne change pas. Toutes les années, ça revient exactement. Si tu ferais d'après la lune, c'est un vrai casse-tête. C'est impossible. Il faudrait faire c'est tellement lourd à faire, c'est un calendrier à faire sur un système de 29 ans. Il faut recalculer au lieu de regarder sur l'année. Donc ça, nous aussi, on utilise. Voilà. On utilise, on sait. Aujourd'hui, c'est à 7 heures le lever du soleil. Demain, c'est à 7 heures. Tout ça, c'est selon ce compte simple de 365. Uniquement pour le Rosh Chodesh, on le fixe par rapport à la lune. Alors regardez, détail. Donc pour le calcul de l'astrologie, c'est que vous faire jamais selon le. Il n'y a pas des juifs qui font selon les. L'astrologie, à la base, c'est une très grande statistique. C'est-à-dire, on a pris des gens qui sont nés telle et telle date. C'est des milliers d'années d'expérience et qu'on a rajouté. Et c'est une grande statistique. Les gens qui sont nés tel moment, dans ce moment-là, ils ont un symptôme de ça et ça. Ce n'est pas à 100% l'astrologie. Et nous, dans l'âme Israël, on a ce qui s'appelle Ashgacha Peratit. C'est pour ça que la Gemara a dit En Mazal Israël. Puisque Kadosh Baruch Hu nous a détachés de ce temps solaire en nous faisant le Rosh Chodesh selon la lune, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous a dit je vous enlève d'ici. D'ailleurs, ça signifie quoi ça, El Mazal Israël? Il a fait, c'est ce que j'ai dit. Alors, d'où on sait pourquoi Kadosh Baruch Hu il a cassé le Mazal? Parce qu'il faut savoir, les Égyptiens, les anciens Égyptiens, ils faisaient tout selon ces statistiques. En Égypte, il y avait une statistique. L'astrologie, c'était la chose la plus importante chez les Égyptiens. Le plus important de tout. Un Égyptien, avant de sortir le matin, il vérifiait son signe astrologique du jour. Selon ça, s'il voyait que c'est un mauvais Mazal, il s'enfermait à la maison toute la journée. Il ne sortait pas. Et c'est pour ça que Aruch HaShulchan, il donne une explication extraordinaire dans le début de Yichot Pesach. Rabbi Yechiel Michal Epstein. Il dit, regardez, Paro, les premières plaies, il a très peur de Moshe Rabbeinu. Il le supplie. Je t'en supplie, va demander à Hachem qu'il arrête, qu'il m'enlève cette plaie. Je vais m'arranger, je vais vous faire. Et tout doucement, plus on s'approche, il devient de plus en plus dur. À tel point que dans Makat Arbé, il dit à Moshe, fais gaffe à toi, le jour que tu me verras, tu mourras. Il est fou celui-là. Il est complètement fou. Les 7 premières plaies, c'est de la rigolade par rapport à Makat Rocher, à Arbé, Bechorot. Tu as vu 8 ou 9 plaies qui sont réalisées. Là, on parle de tous les aînés du pays. Il est aîné et il s'entête. D'autant plus, Makat Bechorot, écoutez la pire folie de Paro, la pire de toutes. Vayakom Paro Laila. Pharaon s'est levé la nuit, s'est réveillé. C'est-à-dire que quoi qu'il est parti dormir. Non, mais on lui annonce, si une famille égyptienne, elle comprend 4 à peu près,
2 parents et 2 enfants. Admettons que le père, c'est un aîné. La mère, elle est aînée. Et ils ont un enfant aîné, c'est-à-dire qu'il y a 3 qui vont mourir la nuit. C'est-à-dire qu'à peu près, si on regarde en moyenne, 30 à 35% de la population égyptienne va mourir. Mais il faut être fou pour aller dormir. Jacob, ça peut être aussi, il est sorti de son palais. Oui, mais mon cher Rabbeinu lui annonce, lui dit, vers minuit, Dieu passera, va tuer. Il y a 9 plaies qui sont réalisées, tu n'as pas pu les empêcher. Alors il dit, c'est quoi, Vayakom Paro? Non, et Paro était aîné, lui. C'est le seul qui n'est pas mort. Alors il dit que comme les Égyptiens étaient tellement influencés des signes du zodiaque qui est influencé par le soleil, la première plaie, elle a commencé le mois de Tammuz, juin. Pharaon, il est loin de son signe. Dans les signes des Égyptiens, c'est quoi? C'est l'agneau, c'est le bélier. L'agneau. L'agneau, c'est Nissan. C'est le mai, mois de mai. Donc, comme son signe n'influence plus, il disait que l'Égypte entière, elle est dominée par ce signe de l'agneau. Et c'est pour ça que c'était chez eux l'animal sacré, comme la vache chez les hindous. Donc, quand il arrive en mois de juin, ça commence la première, les makats d'âme. Il se dit, les Juifs, ils sont très forts là-dessus. C'est leur mazal à eux. Il a peur de Moshe. Après, il voit, un mois après, la grenouille. En juillet, à la grenouille. Il se dit, peut-être c'est pas juin, c'est juillet. Donc, il a peur encore. Et il continue comme ça. Quand il arrive 3 mois, quand il arrive en mois de mars déjà, il a moins peur. Il se dit, Zéou, on s'approche d'une autre. On va passer cette histoire. Donc, plus il s'approche, il devient plus dur avec Am Israël. Et quand il arrive en mois de mai, quand il arrive déjà dans le mois où c'est son mazal à lui, il n'a plus peur de Moshe Rabbeinu. Il dit, je sais que l'agneau va nous aider. Maintenant, le 15 du mois, c'est quoi? C'est le summum. C'est l'agneau est dominant à 100%. Donc, il sait que l'agneau va intervenir pour eux. Donc, il est confiant à 100%. Et c'est là, justement, en Parashat Bo, que Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ce mois où il est tellement confiant, ce pharaon, il est à vous. À Chodesh Hazeh, Lachem. Ça soit quoi? Rosh Chodashim. Ça sera le début de votre délivrance. Je vais tout casser aux Égyptiens. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il dit, à moi journée, à moi nuit, à moi soleil, à moi lune. C'est statistique, c'est pas pour vous. Et c'est pour ça qu'Am Israël, quelque part, a pris ce qui est le plus faible par rapport au soleil, c'est la lune. La lune, elle n'a rien d'elle-même. Elle est éclairée uniquement par le soleil. Et Akadosh Baruch Hu dit, avec la lune, vous allez être plus fort encore. Donc c'est un symbole nom. Et en plus, dans la lune, il y a beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire quand la lune, elle symbolise exactement l'histoire de l'exil de Am Israël. On nous diminue. Presque on ne nous voit plus. Comme la lune qui disparaît un jour de la vue. Et tout d'un coup, hop, on ressent. Et ça, c'est l'histoire de Am Israël de 2000 ans. Donc, c'est un symbole. C'est vrai que... Ça fait peur, parce qu'on redescend à chaque fois. Oui, c'est vrai que l'idée, c'est vrai que dans l'absolu, c'est le compte du soleil, c'est le compte le plus exact. C'est sûr. Kadosh Baruch Hu, il a mis, ils ont découvert, c'est le compte. Et nous, c'est ce qu'on suit. Pour notre filote, pour calculer. Mais on va mettre l'élément de la lune là-dedans pour montrer que nous appartenons à Kadosh Baruch Hu. La question maintenant, ok, tout ça c'est beau comme explication. Tachles, quand je fais le compte, mes calculs dans l'année, mon business, sur quoi je me base? Ribi, il a dit, l'année solaire, 365 jours. C'est ça ce qu'il faut faire. Shana Melea, 365. Parce que c'est écrit Shana Tmima. Donc, si tu veux me dire Shana Tmima, Shana, c'est ça. Dans les mots, בשלם על רבי משכח חדלה בשנה מעוברת דתניא, שנה תמימה רבי אומר מונה 365 יום כמנייני מות החמה, והחכמים אומרים מונה
12 חודש מיום ליום, ואם נתעברה שנה, נתעברה לו. החכמים ils disent non, toujours c'est 12 mois. C'est 12 mois. Maintenant, il y a un débat dans ma Masechet Para, dans le traité Para. Hein. Il y a un autre débat de Rabbi et de Chachamim par rapport au Korban. On sait qu'un mouton, quand il dépasse 1 an, entre la 12e et la 13e année, il s'appelle Pilgas. Et après, il s'appelle Aïl, bélier. Alors, on a un calcul aussi à savoir, est-ce que quelqu'un qui s'est engagé à amener un mouton, est-ce que c'est un mouton ou c'est un bélier quand c'est Shana ou Beret? Intéressant. Oui. Il y a dans la Gemara d'autres choses très intéressantes. La Gemara dans Ketubot, elle dit une chose incroyable, une chose médicale qui a été testée, prouvée à l'époque. Une fille, si elle a eu un coup en bas, elle peut perdre ses signes de virginité après 3 ans. Avant 3 ans, ça revient, ça cicatrise. Moukatet, elle a joué, elle a pris un coup. Alors, avant 3 ans, ça se remet. Et la Gemara, elle raconte une histoire qu'il y avait une fille qui avait 3 ans. C'était le mois de Hadar. Elle avait reçu un coup. Et après, le Bédine a déclaré Shana Me'uberet, pas à cause de son histoire. Et ça s'est remis. C'est-à-dire qu'il y a une force du Sanhedrin qui domine la réalité. Incroyable. Intéressant comme... c'est-à-dire qu'une décision halachique, elle engage même la nature entière. La nature entière. Il y avait un rav en Pologne, le rabbi de Radzin. Il avait un élève, ça s'est passé il y a 95 ans, cette histoire avant la Shoah. Il avait un élève qui a eu un cancer. Et on lui a annoncé qu'il avait 2 mois et demi pour vivre. Il va chez le rabbi pour se séparer. Pleure. Et le rabbi lui dit, tu as un seul espoir. Il demande de voir les radios et les analyses des médecins. Et quand il voit, il lui dit, écoute, si tu veux vivre, tu quittes tout de suite la Pologne et tu vas en Eretz Israël. Et vaut mieux habiter à Safed. Le gars, il prend vite et ses enfants, il dit, mais papa, tu vas mourir dans le bateau. Il arrive vite en Eretz Israël avant qu'il ait 2 mois. Il est déjà fatigué. Il s'installe à Safed et il commence à guérir doucement. Il envoie des lettres tout le temps. 10 ans plus tard, il envoie une lettre au Rav. Le Rav est déjà vieux. Il dit, Rabbi, comment tu savais que j'allais vivre? Il lui a dit que quand tu lui as montré les analyses des médecins, il a vu que ce membre où il avait le cancer, c'est un membre où il y a un débat halachique entre Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch qui est enterré à Safed, et Rabbi Moshe Isserlich. Dans l'animal, est-ce que ça rend l'animal taref? C'était le poumon. Pas le poumon, c'est pas le poumon. C'était le poumon. Halak. Non, mais Rabbi Yosef Karo, il est pas rigoureux. Il dit l'animal n'est pas taref, et le Rama, il dit taref. C'est le contraire. Parce que dans le poumon, Rabbi Yosef Karo, c'est lui le rigoureux. Ce qui est halak en Khoutsaret, et qui n'est pas halak en Khoutsaret, et halak en Israël. Oui, non, ça dépend de quoi. Ça dépend d'en quoi. Il y a un grand débat. Alors, il a dit, quand il a vu le point précis, il a dit, si tu vivais, il a dit au Chassid, s'il vivait en Pologne, le Rav de la Pologne, c'est Rabbi Moshe Isserlich. Donc, d'après son psaque, il ne devrait pas vivre 12 mois. Parce qu'il a analysé que c'est taref. Mais Rabbi Yosef Karo, que pour lui, un animal peut vivre 12 mois avec ça, et lui, il a vécu en Eretz Israël, et c'est le Rav de Tzfat, ben ça halakha, et il a été fixé là-bas. Et il a dit, tu auras une longue vie là-bas. Là-bas, ça ne peut pas t'attendre. Incroyable. Donc, dans la série pareil, il y a ce débat, dans la Tosefta,
aussi par rapport aux korbanot. Alors la Gemara maintenant elle dit Beseder. Maintenant on a compris cette idée. Mashkachat les Rébi. Alors selon Rébi, on peut trouver, il peut y avoir une situation qu'on a eu un an sans avoir les 3 fêtes. Mashkachat dans les mots. Mashkachat les Rébi de Agdesha Batar Hagamatzot. Il a fait le Ekdesh à l'animal après la fête de Pessah. Dechimata Shilea Adar Batra'a Shana Malia Regalim Lomalu. Selon Ribi qui demande 365 jours, imaginons qu'on a eu une Shana Meuberet. Oui, une Shana Meuberet. Selon Ribi, il y a eu 365 jours qui ont complété Shana Temima. Selon Chachamim, non. Shana, c'est un compte de mois, et 12 Adar, ça rentre dans le cadre. Donc, on va avoir 395 jours. 84 jours. Puisqu'on va ajouter un mois. Ouais. Alors, la Gemara a dit, ok, c'est d'après Rébi, tu as raison, c'est vrai. Et là, les Rabbanan, comment on peut trouver selon Chachamim? Alors, il dit, ça aussi, je peux t'expliquer. Qu'il est un Rav Shmaya. Rav Shmaya nous a enseigné dans la Baraïta. Atzeret, Chag Shavuot, des fois il peut tomber le 5 Sivan, des fois il peut tomber le 6 Sivan, et des fois il peut tomber le 7 Sivan. Comment il peut tomber le 5, le 6 et le 7? Alors tout ça, c'était à leur époque, à eux. Dans nos époques à nous. Donc, on regarde qu'on a le calendrier, c'est pas comme ça. Alors, regardez, il y a un vrai débat. Comment on fait? Je vous expliquais que le système lunaire, c'est 29 jours, 12 heures et 793 halakim. En fait, c'est 1098, mais pour faciliter, c'est plus facile pour partager de le calculer en 793. Pour le compte, ça se compte mieux. Maintenant, je ne peux pas moi calculer, mais moi, je ne peux pas déclarer Rosh Chodesh à 29 jours, 12 heures, dire aux gens, c'est Rosh Chodesh, il commence à 13h35. Alors, on a 12 mois dans l'année. On va prendre 6 mois qu'on va les considérer 30 jours et 6 mois 29 pour équilibrer. Est-ce que ça doit être un mois malé et un mois chasser, ou je peux faire par exemple 6 mois chasser de suite? Comment ça se calcule? Moins un mois, non? D'ailleurs, dans les mois français aussi, on a 30 et 31 aussi en alternance. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? C'est autre chose. C'est pour calculer, c'est pour faciliter. On a aussi un mois de 28. On n'a pas 27 aussi, février? Non. 29, oui, chaque roi s'appropriait le même mois. Oui. Et chacun disait, moi je veux plus que l'autre, donc je rajoute un jour. Comme ça, mon mois, il change. Ouais. C'est ch'tiote parce que c'est 300. En fait, c'est l'année. Et après, il est resté. Et du moment qu'il leur est resté un mois qu'ils ont gratté, il est resté à 28 jours. Juillet, août, ça devait être chaud. Ils ont eu les deux 30. Mais oui. Ouais, Oui. Juillet et août. Août, c'est le plus dominant, c'est Augustus. C'est l'empereur romain, Le roi. Augustus, qui s'est approprié ce mois. Hein? C'est ça? Ouais. Rolio. Bon. Donc, ils nous disent comme ça. Alors, regardez. Alors, et là, les Rabbanan et Chimash. Alors, comment il peut nous tomber Chag Shavuot, une fois le 5, une fois le 6, une fois le 7. D'ailleurs, ce qui a amené à un grand débat entre les sages de la Torah, les Tanaïm, le Matan Torah de l'année 2448, il est tombé quand dans le mois? Est-ce qu'il était le 5, le 6 ou le 7? Il y a un grand débat dans le Talmud. Quand ils sont arrivés devant le mont Sinaï,
cette année critique de l'époque. Aujourd'hui, il tombe toujours 6. C'est comme ça. Hein? Oui, le 6. Alors, la Gemara dit Haketzad. Shne Meleim. On a le mois de Nissan et de Iyar, les deux 30. Qu'est-ce qui va se passer? Il a fait, puisque la Torah nous a dit quoi? Tu compteras 49 jours, le 50e, tu rentres dans Matan Torah. Si j'ai compté, s'ils sont malés, c'est-à-dire j'ai 15 jours depuis le Seder, donc je commence à compter le 16, et j'ai encore 30 jours, et après j'ai encore 5 jours du mois de Sivan, on est plein, donc ça fait 5. Si les deux ils sont de 29 jours, ça fait 7. S'il y a un qui est plein et un qui est diminué, ça nous fait le 6. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Non, ils ont déjà le mois. Ils avaient déjà le mois. Puisque Akadosh Baruch Hu leur a dit Achodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. Ils avaient le mois de quand de Nissan. Oui, ils avaient déjà Nissan. Donc, hier, il a précédé. Ils n'ont pas reçu. Ils ont Enrukim qui l'ont. Hier. Ça y est. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, il lui dit déjà, avant de sortir d'Égypte, il lui dit ce mois-ci, c'est Rosh Chodesh. On l'a annoncé avant le début du mois, parce que après Chodesh Hazel. Chodesh Hazel Lachem. Forcément. Pas après de Rosh Chodesh. La halachot Kiddush Chodesh, ils ont été avant le Korban Pessah. La question, c'est même pas la loi, c'est est-ce qu'ils ont été Mekadshim à la sortie d'Égypte, puisque déjà Moshe, il a monté à Sanhedrin. Non, mais pour comprendre le calcul, soleil. Parce qu'il faut savoir que ça se fait d'après la Reïa, mais à Jérusalem, à l'époque, à la base. Ça veut dire, on ne peut pas amener une preuve de qu'est-ce qui s'est passé pendant l'époque, puisque même à Jérusalem, il y a 2000 ans, il y a le Sanhedrin qui est en place. Il y a 2 témoins qui viennent, qui disent au Sanhedrin, on a vu le Molad, on a vu comment la lune, on leur pose les bonnes questions, ils ont bien répondu. On dit Mekoudash, Rosh Chodesh. Ils vont venir 30 jours après, ils vont dire, on a revu Mekoudash. Donc on peut avoir 2 mois malais. Aujourd'hui, avec le calendrier, on fait pour que toujours ça soit égal, donc on fait 1 mois malais, 1 mois hasser. Et encore une fois, 1 mois malais, le mois de Sivan. Ce qui n'est pas forcément la réalité. Non, pour calculer, pour faciliter le calendrier, si. C'est le plus proche de la réalité. C'est le plus proche de la réalité. Et il peut y avoir un écart. Nahon. Tu sais que le système calendrier que nous avons aujourd'hui, il y a des chercheurs à l'université de Bar-Ilan, ils l'ont lancé pour encore 700 ans. Et ils ont vu que dans 700 ans, il va y avoir des décalages. Il peut y avoir un décalage d'1 jour. Donc, tu vois bien que ce calendrier, il a été fait jusqu'à l'époque du Mashiach, pas plus. Wow. C'est énorme. C'est énorme. C'est normal parce que le mois lunaire, c'est 29,5 et encore des. D'accord. Alors, ils ont vu que le calendrier, en fait, il était fait à la base. Il était calculé jusqu'à la fin du 6e millénaire. Et ils ont dit plus que ça, il ne peut pas y avoir. Donc, on va le faire. On va laisser Mashiach la chance de venir jusqu'au. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au 6e? Je ne sais pas. Bon, Bezrat Hashem, Mashiach va venir avant. Mais l'idée, le calendrier juif, il est fait. C'est un calendrier de diaspora. L'arrière-petit-fils de Hillel Azaken, le Amora Rabbi Hillel, qui s'appelle Rabbi Hillel. Déjà, il n'a plus un nom de Hillel. Il a Rabbi Hillel parce qu'il est diminué par rapport à son grand-père. Son grand-père était tellement grand que le titre allait diminuer le nom. Donc, on ne lui a pas donné. Il est encore dans la liste de Moshe, Yoshua, Jérémie, Isaïe. Si tu leur donnes un titre, tu les rabaisses. Donc, mais l'arrière-petit-fils, déjà, il s'appelle Rabbi Hillel. C'est plus Hillel. Et lui, il fait le calendrier avec des sages et il l'adapte jusqu'au moment de la Géoula pour avoir un. Évidemment, Mashiach, la première chose qu'il fait quand il se dévoile, il annule le calendrier. Ah ouais? Oui. Salut. Ça y est. Dès qu'on remonte le Sanhedrin, on n'a plus de calendrier. Mais même avant Mashiach. Oui, visuellement. Le Rabbi Yaakov Berav, le Rav de Rabbi Yosef Karo, il voulait monter un Sanhedrin. La première chose qu'il aurait fait, c'est annuler le calendrier.
annuler le calendrier, le Bedin qui déclare Mekoudash, Mekoudash. On envoie au WhatsApp. Le Rav Kook, quand il a voulu faire le grand Sanhedrin à Jérusalem, une sorte de consistoire, il s'est fait déchirer par tous les rabbinim. Et pour qui tu te prends, etc. Vous savez que quand vous allez, celui qui veut voir quelque chose, si vous allez visiter Jérusalem, alors regardez la synagogue de Echal Shlomo. Il y a une synagogue à côté, elle s'appelle Yeshurun. Sur Yeshurun, là-bas, le Rav Kook avait prévu là-bas, il a dit on ne peut pas encore aller dans le monde du temple, mais on va faire le Hakel, où que le roi il lit la Torah, il n'y a pas de roi, alors le chef du Sanhedrin, pensait que ça allait être lui, qui lira toute la Torah au peuple, le livre de Devarim. Et donc ils ont prévu un balcon, il y a un mur lisse, sans fenêtre, sans rien, il y a un tout petit balcon comme ça, qui sort pour faire une sorte de balcon que le chef du Sanhedrin, il lit la Torah. Bon, évidemment, beaucoup de rabbinim qui s'opposaient. L'histoire de Echal Shlomo, c'est une histoire qui a fait un grand scandale. Echal Shlomo, à la base, c'était un plan du rabbinat pour soumettre tous les rabbins et mettre un. Et les rabbinim orthodoxes ne voulaient pas accepter ça parce qu'ils ont dit que du moment que les rabbins sont élus par des hommes du pouvoir, on n'aura pas des vrais rabbinim. Ça deviendra de la politique. Malheureusement, on voit qu'ils ont eu raison, hein, mais l'idée du Rav Kook aussi était très pure, était de remettre les Sanhedrin, sauf que les moyens pour arriver là n'étaient pas bons. Mais dans l'idée, ils lui ont dit, ton idée est bonne, mais sauf que tous les électeurs que tu as qui vont voter, c'est pas des gens, ils vont voter pour eux, ils vont voter un Rav qui a plus tendance à être réformé pour eux. C'est mieux. La notion de vote n'a jamais été. Les votes se faisaient selon Chachmei Israël, selon les sages de la Torah. Aujourd'hui, un grand rabbin d'Israël est voté par 150 personnes, que la grande majorité n'est pas du tout religieuse. Ouais. Des membres de la Knesset, des maires de ville, et les rabbins, et tous les candidats, ils se rabaissent, ils vont présenter leur candidature, ils vont chez chacun dans son bureau pour le convaincre. Et malheureusement, sur la route, il y a plein de promesses. J'ai vu, moi, des choses. Je ne peux pas parler, mais des promesses. Il y a mon cousin qui veut avoir son diplôme, il y a celui-là, il y a machin, fais-moi ceci, fais-moi ça. Et chaque fois, je me rappelle, moi, quand j'étais au bureau du Grand Rabbin d'Israël, chaque fois, il y avait un maire de ville qui arrivait. Tu vois, il est à Jérusalem, il vient prendre un verre de café. Il me dit, tu sais, c'est moi qui l'a fait voter, hein. C'est moi qui l'ai mis ici. Genre, respect. Non, en tous les cas, voilà. Chez les Arabes, ils font la Ria aujourd'hui. Chez leur mois. Non, les Arabes n'ont pas. Les Arabes, ils ont une autre mitzvah. Eux, ils ont une mitzvah d'aller une fois dans leur vie à la Mecque. Et celui qui va, il s'appelle le fêteur Hajj. Moi, je ne sais pas tous c'était cette année. Oui. En tous les cas. Oui. Mais parce que quand j'étais en France, les Arabes disaient, c'est pas pour avec le Ramadan. Ah, là, non. Alors, déjà, le Ramadan, il faut savoir que Mahomet, il a dit de jeûner 10 jours dans le mois du Ramadan. Mais comme il n'a pas dit quels sont les 10 jours, alors il y a un Marloc et un poste qui a mis un débat. Est-ce que c'est les 10 premiers, les 10 du milieu ou les 10 derniers jours? Alors, il jeûne pour être acquitté tous les 30 jours. Mon père, il dit toujours, c'est dommage qu'il a dit le nom du mois. Bon. Mais il jeûne, c'est bon. Ouais, donc, il leur a dit, Tout va bien, c'est que pourquoi ils font ça? Non, il a dit 10 jours de jeûne pour se purifier. 10 jours de jeûne pour se purifier. Bon, ils ont fait ça. Il a fait ça pour qu'il se rapproche à Dieu. Pourquoi pas? C'est bien pour un être humain de comprendre sa place dans ce monde. C'est bien que ce soit des juifs ou des arabes ou des chrétiens. Le jeûne, ça a été toujours un signe, un symbole pour l'humanité de quitter le matérialisme, de se détacher quelque part. Avec tout ce qu'on en fait des plaisanteries, mais dans l'idée, c'est beau. C'est beau. Bon, en tous les cas, eux, ils ont un débat. Eux, par contre, comme eux, par exemple, eux, ils visent
uniquement l'année lunaire et pas l'année solaire, ils ont chaque fois un problème. Chaque année, ça revient 11 jours en arrière. Le décalage des 365 jours, ça ne va pas en avant, ça va en arrière. Donc, maintenant, maintenant, dans ces années-là, ils font le ramadan en été. Dans 10 ans, ils feront déjà le ramadan en hiver. Et là, le ramadan, il est beaucoup plus facile. Comme ils font selon ça, ils font le molad eux aussi pour comprendre quand il a commencé le ramadan. Alors, le mois du ramadan, il commence quand? On a des décalages d'horaire. Alors, il faut prendre, pour eux, il y a aussi sur ça un débat. Il faut prendre le premier endroit dans la planète où la Lune, elle a commencé à faire son molad, ou c'est dans chaque pays, d'après le molad du pays, puisqu'il y a des décalages. Il y a 24 heures de décalage. Ils prenaient la Mecque, non? Non. Alors, il y a un débat. Sur ça même, il y a un débat. Alors, il y a des sommités à l'Afrique chez eux qui te disent, au Maroc, par exemple, ils sont partagés. Ils disent, non, nous, on fait d'après le Maroc. Quand la Lune, elle fait son molad, parce qu'ils te disent, Mahomet, à son époque, on ne pouvait pas savoir quand ça allait tomber là-bas et quand ça allait venir ici. Donc, il y a un débat. Aujourd'hui, ils essayent justement, même chez eux, d'avoir une solution qui empêche tout le monde. Pas que on se moque. Cela, il commence maintenant et les autres, ils commencent. Mais leur idée, encore une fois, c'est aussi chez eux. Ils font le molad. Il faut savoir que chez eux, c'est juste le molad. Il est proche du nôtre. Il est moins exact parce qu'ils avaient moins de personnes qui ont bien calculé leurs choses. Mais aujourd'hui, c'est juste. Il y avait beaucoup il y a des trancheurs à l'Afrique chez les musulmans qui ont accepté complètement le compte du calendrier juif. Ils ont dit il est mieux encore. Donc ils l'ont pris. Alors voilà, ça c'était la question. Donc Echad Malev et Echad Chasser. Donc on peut avoir même d'après eux. Alors il y a fait merde. Maintenant je suis là après eux. J'ai fait mon vœu. Alors Echad Malev et Echad Chasser. Et donc on peut avoir un an sans avoir 3 fêtes. Un an qui passe. Admettons qu'il est décalé, que le mois de Sivan, il est décalé au 7. Là, je peux avoir le 7. Alors, le 7 Sivan. L'année dernière, j'avais fait mon vœu le 6. Le 6 Sivan. Et l'année d'après, il était Chasser, les 2 Chasserim. Donc, il y a un an qui est passé, selon Chachamim. Il y a un an qui est passé, et il n'y a pas eu 3 fêtes. Vous avez compris? Donc voilà, c'est rare, mais ça peut exister. Donc on a compris maintenant la Braïta qui nous a dit que c'est possible que ça passe un an entier sans avoir 3 fêtes. Tout ça, c'était pour nous expliquer ces 3 fêtes. Voilà. Alors là, on a expliqué, on finit le sujet. On a 3 lignes. Alors jusqu'à maintenant, la Gemara nous a expliqué que 3 fêtes en transgresse Baltéacher. Parce alors la Gemara dit Mantana des Paliga aller des Rav Shmaya. Qui c'est le Tana qui s'y oppose à Rav Shmaya qui a expliqué cette notion? Alors la Gemara dit Acherim, qu'eux ils disent que c'est impossible. Acherim et la halakha est comme Acherim, c'est impossible que le mois de Nissan et de Sivan, ils peuvent être les 2 malais ou les 2 chasser. Les Tanya Acherim omrim En ben atzeret le atzeret. En ben Rosh Shana le Rosh Shana, ela arba'a yamim bilvad. On n'a que 4 jours. C'est-à-dire, si Shavuot il tombe, première année, il tombe cette année dimanche, l'année prochaine, il pourra tomber jeudi. 4 jours, pas plus. Ça tombe 5. Voilà. C'est ça. Après, la Gemara, elle va aborder le sujet d'un quelqu'un qui a hérité de son papa. Est-ce qu'il transgresse Baltéacher s'il a amené en retard le Korban ou il ne transgresse pas Baltéacher? Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.